Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons parler ensemble avec nos invités de l'avenir du marketing digital et du contenu sans cookie tiers. Le cookie est rejeté ces dernières années par les internautes, les associations civiles également. La réglementation a été durcie, elle va l'être de plus en plus. En cause, une sensibilité plus forte sur l'usage et la protection des données personnelles. L'un des acteurs phares de l'écosystème et de ce mouvement, c'est Google, qui a annoncé il y a déjà plus de 2 ans vouloir mettre fin aux cookies tiers dans ses environnements, en commençant par Chrome. Et il vient d'annoncer il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il supprimerait 1% des cookies tiers début 2024, donc c'est demain, dans Chrome, et qui va déployer ses API sur la Privacy Sandbox dès juillet 2023. C'est quasiment maintenant. On va en parler avec nos invités. Comment le marché du marketing se prépare-t-il finalement et comment il veut continuer à faire du business et pour le tracking utilisateur et pour la mesure des campagnes digitales. Pour en parler, nous avons 4 spécialistes. D'abord, Mikim Chikli, CEO EMEA de Weborama. Bienvenue, Mikim. Stéphanie Roblus Labarère, chef trading et data officer d'Essence Mediacom, l'une des agences phares en France qui appartient au groupe M, WPP. Bonjour, Stéphanie. Et puis enfin, Thomas Mazrel, Yield and Programmatic Manager au sein de la régie Média Figaro. Et puis Guillaume Planet, directeur France de l'agence digitale Green Park, spécialiste à la fois de l'intelligence artificielle des contenus et des contenus. Peut-être pour commencer les uns les autres, qu'est-ce que vous pensez du calendrier de Google qui a été plusieurs fois repoussé, adapté et qui maintenant s'accélère? Est-ce que les uns les autres, vous êtes prêts sur ce calendrier? Est-ce qu'il vous convient? Qui veut commencer? Stéphanie, Mikim? Alors, enfin, on a hâte, parce qu'on était prêts dans les starting blocks quand tout s'est arrêté au 1er avril et qu'ils ont décalé, 2021. Après, on n'a pas attendu que Google modifie son agenda, hein. On sait déjà qu'il y a 50% des cookies tiers qui ont disparu. La plupart des navigateurs, à part Chrome, les bloquent. Et suivant la dernière étude de Didomi, 54% des Français donnent leur consentement sur la navigation sur les sites. Donc, il ne reste pas beaucoup de trafic. Donc oui, on est prêt, fin prêt, et c'est une bonne nouvelle, parce que 1%, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça représente du volume. Donc ça veut dire qu'enfin ils scale, parce que sinon dans la Privacy Sandbox, avec les discussions donc, du W3C, hein, qui est l'instance qui permet de réfléchir sur ces sujets-là, c'était des petits API avec des petits volumes, et tout ce qu'on a pu tester, c'était pas très concluant. Alors effectivement, on n'a pas attendu les dernières annonces pour se préparer. Le top avait été donné en 2019 avec les annonces de Chrome. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu lent, donc les dernières annonces nous permettent enfin d'enclencher, comme dit Mikim, at scale, les sujets qu'on a testés progressivement avec nos annonceurs. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir se déployer. Le temps qui nous a été donné a quand même été mis à contribution pour accompagner à la fois l'interne et les annonceurs, parce que c'est vrai que ça couvre beaucoup de sujets et ça a été un temps nécessaire, mais maintenant il faut qu'on y aille, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Thomas, côté média, côté régie, on a l'impression que plutôt que les vendeurs publicitaires subissent un petit peu on a le sentiment que les vendeurs publicitaires et les médias subissent un petit peu le mouvement. Est-ce que vous avez malgré tout pu travailler dans de bonnes conditions ces dernières années, ces derniers mois? Est-ce que vous allez pouvoir le faire là dans les échéances ces prochains mois pour Figaro? Alors oui, effectivement, on est assez content de la clarté et la précision de l'annonce. Jusqu'à présent, c'était plutôt un sujet qui était côté techno, parce qu'il fallait beaucoup de ressources, beaucoup de temps. C'était un sujet qui était très technique, très dev.
Là maintenant que ce sera ouvert à 100% des utilisateurs et même on pourra simuler la fin des cookies tiers assez facilement. Côté publisher, on va pouvoir travailler encore plus avec cette Privacy Sandbox, même si on avait commencé à envisager d'autres solutions alternatives, mais en tout cas pour tester spécifiquement les API, on attendait un petit peu d'une part que ce soit stable et d'autre part que ce soit un petit peu plus facile à tester en grandeur réelle. Et l'autre point important qu'on aime retenir de cette annonce, c'est que l'utilisation de l'API ne sera pas unique. Ça a bien été expliqué par les équipes de Google, c'est que de toute façon, il faudra utiliser cette API comme un des signals, mais qu'il faudra aussi l'associer à d'autres de type ID Publisher, les PPID pour eux, des signaux contextuels, tout un tas de signaux pour recréer des possibilités de ciblage, de mesure, etc. Je vous donne la parole tout de suite. Thomas, comment vous avez pu travailler ces 2 dernières années comment vous êtes organisé en interne? Comment vous avez pu travailler? Quelles ont été les relations avec l'écosystème et notamment avec Google? Alors, depuis cette annonce, effectivement, on a vu fleurir pas mal d'initiatives et d'ID qui se voulaient alternatives. Donc, nous, on a décidé d'en tester plusieurs en les regroupant un petit peu par famille. On a testé les ID dites publisher, c'est-à-dire qui se basent sur un ID qui est maîtrisé et qui est de la responsabilité du publisher, qu'on peut passer par PPID de Google ou qu'on peut passer par un produit de Xandr qui s'appelle External UID. Donc ceux-là, on les a testés, c'est ceux qui nous paraissaient le plus prometteur et le plus facile à tester. On a testé ensuite les ID de type plus universel qui ont là un reach plus élevé, mais qui avait beaucoup moins d'appétence côté achat. Et ensuite, on a évidemment testé les signaux contextuels, notamment grâce à notre DMP qui nous permet d'associer, lorsqu'il n'y a pas de cookies, un ciblage sémantique pour enrichir les segments. Et c'est essentiellement ça. Donc ça a été plutôt pendant 2-3 ans différents tests par grande famille de quelques ID. Voilà. Mikim, Weborama a testé aussi les outils proposés, les API, pendant 2 ans quasiment. Qu'est-ce que vous en tirez comme point positif et comme point négatif? Alors, le test des API, et tu as raison de le préciser, hein, Thomas, c'est complexe, il faut avoir des ingénieurs pour pouvoir faire les algos qui vont bien. Les premiers tests n'étaient vraiment pas concluants et on l'aura bien précisé. L'avantage, c'est que Google écoutait très attentivement les remarques que pouvaient faire des techs et des devs. Fledge marchait plutôt bien pour les éditeurs. Flock marchait pas. D'ailleurs, ils l'ont arrêté. Puis Topics, qu'on a commencé à tester, où on a créé en fait des bases de données contextuelles qui pouvaient s'implémenter sur Topics. Le problème de Topics, c'est quand même il est très 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 limité en nombre de segmentations possibles. Donc le reach va être ridicule. C'est pour ça que maintenant, les 1% qui proposent de tester vont nous donner vraiment un terrain de jeu grandeur nature beaucoup plus important. Donc les API tournent déjà, hein, vous pouvez en fait tous vous amuser dessus, ils disent juillet, mais c'est vrai, c'est ouvert. Donc là, on va voir vraiment grandeur nature si on arrive à faire les cas d'usage qui sont importants. Rappelons les cas d'usage qui sont importants suite à la suppression des cookies tiers. Il n'y a plus de retargeting, il n'y a plus de capping, il n'y a pas de mesure, bien sûr. Donc, ce sont des cas d'usage sur lesquels tout l'écosystème digital s'est appuyé depuis toujours, on va dire. Donc, ces cas d'usage-là, il va falloir voir si les API nous donnent des solutions, ce que je ne pense pas, ça ne sera pas une solution unique, ou s'il faudra mettre en place des mesures complémentaires qui viendront aider à la compréhension, notamment sur les performances. Côté capping, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué, sauf à utiliser une solution contextuelle où en général on ne lit pas 2 fois le même contenu, et donc le capping est naturel. Avant de donner la parole à Guillaume, qui a une multicasquette également sur ce sujet, Stéphanie, votre avis sur les alternatives, que ce soit les ID, que ce soit le contextuel, Privacy Sandbox de Google, finalement,
qu'est-ce que vous retirez de vos tests que vous avez fait au sein de GroupM, et puis celles que vous voulez prioriser? Alors pour le moment, on priorise aucune alternative, on les teste encore toutes. On est en train plutôt de dessiner des roadmaps plus spécifiques annonceur par annonceur, puisque chacun a sa problématique et a son patrimoine aussi en termes de données. Donc pour certains annonceurs qui ont des CDP qui sont un peu plus matures sur le sujet, on va utiliser ce type aussi d'alternatives qui sont propres. Mais ensuite, on teste au niveau des activations programmatiques toutes les solutions qui peuvent s'offrir à nous. Et de manière générale, il y a 50% de nos activations qui sont basées sur du contextuel aujourd'hui. Donc on est déjà dans cette utilisation multiple pour essayer de dessiner la roadmap la plus adéquate en fonction de l'annonceur, de ses problématiques et de ce qu'on peut derrière améliorer en termes de performance, parce que le sujet il est là. C'est aussi de trouver ce qui fonctionne le mieux, de ne pas perdre en performance. Jusqu'à maintenant, les tests qu'on a pu réaliser, entre autres, il y a eu des tests avec Weborama qui nous ont permis de constater qu'on n'était pas perdant, bien au contraire, sur tout ce qui était visibilité, complétion, à des coûts identiques. Donc on est plutôt satisfait de nos tests. Et encore une fois, chaque solution est testée et redéployée, redessinée en fonction de l'annonceur. Est-ce qu'on peut dresser des résultats les uns les autres sur les différents dispositifs testés, ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui commence? Pardon, je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, plusieurs tests. Si je suis un peu, gratte-poil, les ID ont été testés dans tous les sens et ne donnent pas, à mon sens, de satisfaction. Pourquoi? Soit il y a un problème de reach, soit il y a un problème de précision, soit les deux, soit je pense que les solutions ne sont pas pérennes. Il ne faut pas oublier de regarder notamment ce qu'est en train de faire Brave. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ce navigateur, mais c'est un navigateur qui est très intéressant, qui a bloqué le bounce tracking. Kezako. Alors, vous connaissiez les cookies tiers, vous imaginez, vous êtes par exemple Weborama qui veut travailler avec Le Figaro ou un annonceur. Et donc, vous avez une voiture, vous êtes dans la voiture Weborama, et puis derrière, vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, un passager. Donc, vous voulez connaître son identité. Vous croisez la voiture Google, vous dites « Ah, tiens, est-ce que tu peux me donner l'identité du passager qui est derrière dans ma voiture ?» Oui, voilà, c'est coordonné. Ça s'appelle le cookie tiers. D'accord ? Le bounce tracking, c'est quoi ? C'est dire que vous êtes dans cette voiture, Weborama, je ne connais toujours pas le nom du passager, mais là, je croise une autre voiture qui dit « Moi, j'ai un identifiant unique. Je suis capable de te donner une information. » Et là, mon passager, il doit descendre de la voiture, aller dans la voiture de l'identifiant unique, revenir dans la voiture et dire « Voilà, je m'appelle Pierre, Paul, Jacques, et je fais ci et je fais ça. » Ça pose plusieurs problèmes. Le problème, c'est que vous l'avez bien compris, c'est pas une alternative au cookie tiers, puisque vous avez récupéré l'information via en plus une plateforme. Vous êtes descendu de la voiture, vous avez enlevé votre ceinture de sécurité, vous n'êtes plus protégé. Vous pouvez avoir un accident à la sortie ou en rentrant dans la voiture. Vous voyez bien l'image, c'est-à-dire que vos données ne sont plus protégées. Et donc, très bien, une alternative au cookie tiers qui est pire que les cookies tiers. Attention, alerte sur ces sujets-là, regardez de près le bounce tracking. Donc, il n'y a pas de nom, c'est juste qu'on teste les solutions et ce qui marchera, ce seront des solutions pérennes qui seront dans la philosophie de la Privacy Sandbox ou l'ITP d'Apple, parce que ces solutions-là seront pérennes. Après, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais en fait, Stéphanie l'a dit, donc j'en suis ravie et je vais lui laisser répéter, mais le contextuel vous offre du reach et de la pertinence, et c'est une des solutions qu'on peut mettre en place, couplée à de l'ID publisher qui a du sens, mais pas de l'ID publisher qui fait sortir son passager de la voiture, donc qui sort du Figaro et qui va récupérer de l'information ailleurs sur un autre site et qui revient et qui requalifie Figaro pour suivre et traquer ce fameux internaute, mais vraiment de l'ID pure publisher. Voilà. Et après, toutes les solutions qu'on met en place aujourd'hui liées à de l'ID first, du vrai ID first, c'est-à-dire je commence à collecter ma donnée, je commence à la structurer, je commence à la segmenter, et cette donnée-là, en fait, je peux la croiser dans une clean room afin de pouvoir l'enrichir et de l'activer. Ça, c'est une des solutions les plus pérennes qu'on puisse imaginer. Je
vais un peu paraphraser, mais effectivement, les tests qu'on a fait au tout début sur l'ID universel n'ont pas été très probants. Il y avait un problème de reach. Et comme nous, on est quand même sur ce type de problématique assez vite, on n'a pas encore renouvelé à grande échelle ce type de test. Donc on va s'y atteler à nouveau. Encore une fois, on a privilégié plutôt le contextuel ou, encore une fois, l'usage de first party data de nos annonceurs quand elles sont disponibles, qu'on est capable d'enrichir. Après, il y a des alternatives qu'on développe aussi en interne, qui utilisent nos data scientists et qui utilisent des données géographiques sur lesquelles on réconcilie sur ces notions-là des segments qu'on imagine appétants en fonction de la consommation des utilisateurs du produit concerné pour faire des surpressions publicitaires par zone géographique. Parce qu'ils soit ils ne consomment pas suffisamment le produit, soit au contraire, le produit est déjà bien implanté et on a le souhait de gagner encore de la part de marché. Donc voilà, on teste aussi des solutions internes, propriétaires, avec de l'utilisation de data, plutôt sur une base géographique, et ça fonctionne plutôt bien sur les tests qu'on a réalisés, entre autres pour un de nos annonceurs qui est Danone. Non, pas encore. Moi, je pourrais partager des use cases si tu publies des choses, parce qu'il y a plein de résultats et les annonceurs nous ont donné l'autorisation de le faire. Cofidis est passé à plus de 80% de ses investissements médias en contextuel. Pardon, j'ai oublié la question des résultats. Récemment, il y a eu une campagne eCity pour Nana avec de la qualification de bases de données pour enrichir d'un côté la CDP, de l'autre côté de l'enrichissement en création de personas, avec en plus de la mesure de l'attention qui nous permettait d'optimiser sur de la first et de l'attention par rapport à cette first, ou des campagnes de branding qu'on a pu faire, notamment avec le groupe WPP, où on a vu qu'en termes de reach, on gagnait, et en termes de répétition, on descendait naturellement sans aucun capping, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est exposé rarement 2 ou 3 fois au même contenu. On peut se retrouver dans plusieurs segments, parce qu'on va lire des articles en rapport avec le thème qui nous intéresse. Si je m'intéresse à la chaleur et à la climatisation, pour rester dans le thème de la salle, eh bien, il est possible que je lise 3-4 articles sur le sujet avant d'acheter un climatiseur. Donc peut-être que je serai exposée 2 fois, mais c'est un grand maximum à la publicité qui est contextualisée, puisque le budget en général ne permet pas d'être aussi longtemps captif dans un même écran. Guillaume ? Donc Guillaume, directeur général de l'agence digitale Green Park, qui a également été dans des anciennes responsabilités dirigeant au sein de Dentsu et surtout patron du média du groupe SEB. Donc casquette aussi annonceur, agence précédente. En fait, j'écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. Parce que c'est des sujets auxquels je suis un petit peu moins exposé depuis quelques temps que j'ai changé de fonction. Maintenant, je fais du content marketing, mais ça a été mon métier pendant des années. Et en fait, c'est une remarque, un des enjeux de ces sujets-là, qui est sur un périmètre assez différent de ce que vous avez évoqué jusqu'ici, qui est que, en fait, le digital aujourd'hui, ça représente plus de 50% des investissements des marques. Plus ça va aller, plus ça va être conséquent. À terme, ça sera 100%. C'est un poste de dépense qui est extrêmement important, non seulement pour les directions marketing, mais aussi pour les directions générales d'entreprise. Et en fait, tous ces gens-là, direction marketing peut-être un peu moins, mais direction générale, ils sont paumés par rapport à toute la complexité, la technicité de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'un des enjeux extrêmement importants, c'est d'arriver à vulgariser en fait ce qui est en train de se produire, l'expliquer simplement, comme tu l'as fait avec l'image de la voiture, et puis expliquer aussi très simplement et par rapport à des indicateurs qui leur parlent, la valeur que ça peut tuer ou que ça peut créer.
Et pour que les boîtes puissent basculer dans ce monde sans cookies tiers, c'est un élément qui est absolument indispensable de pouvoir faire le lien, s'adapter à des interlocuteurs qui sont complètement déconnectés de ces sujets-là. Maintenant, je vais remettre ma casquette d'agence de content marketing. Pour nous, et là aussi c'est un message un petit peu sous un autre angle que ce qui a été dit jusque-là. En fait, nous on le voit comme une grande opportunité par rapport au sujet du content marketing. On parlait juste avant le démarrage de la conférence. Brand Content existe depuis Deleuze, depuis toujours. Le livre de Françoise Bernard, les bonnes recettes de Françoise Bernard, la première édition, c'était en 1972. Mais la vérité, en tout cas, moi, ce que je vois, aussi bien quand j'étais en agence, moins chez Seb, qui pour le coup est assez avancé sur ces sujets-là, mais maintenant que je vois à nouveau pas mal d'annonceurs, ce sujet du content marketing est assez frustre dans pas mal d'entreprises. Il y a un fort prisme sur la pub, notamment la pub digitale, on en a beaucoup parlé là, et le content marketing est un peu un parent pauvre. Alors que les opportunités de création de valeur sont énormes en termes d'accès à la data first party, en termes d'engagement consommateur, en termes de media saving. La dimension plus stratégique, c'est la data first party. Et donc ce sujet de l'abandon des cookies tiers qui est extrêmement médiatisé, nous on le voit comme une énorme opportunité parce que le fait derrière d'avoir besoin de développer sa data en propre, c'est évidemment une opportunité pour le content on media, donc sur les websites, sur les applications. Et donc on plonge là-dessus pour inciter les annonceurs à davantage investir, à traiter ce sujet du content marketing de manière plus industrielle, plus sérieuse, plus stratégique. Avant de donner la parole à Thomas, est-ce que à cette étape de la discussion, vous avez des questions? Non, pas encore. Moi, j'en ai une pour Thomas. Au sein du Figaro, quels résultats vous avez obtenez? Est-ce que vous êtes confiant sur la suite? Est-ce que on est en train de le voir, de l'entendre? Le contextuel peut revenir encore plus fort au goût du jour. Est-ce que c'est quelque chose ce changement, est-ce que c'est quelque chose de porteur d'espoir et d'opportunité, ou est-ce que vous avez des craintes sur la fin des cookies tiers? Alors oui, effectivement, je partage le constat sur le contextuel et le sémantique qui a repris pas mal de parts de marché, de parts de voix chez nous. C'est un secteur, c'est un type de ciblage qu'on utilisait avant, qu'on utilise de plus en plus ces derniers temps et qui porte ses fruits d'ailleurs. Par rapport aux ID plus spécifiquement, nous ce qu'on voit c'est donc au-delà du contextuel hein, qu'on va conserver et qu'on va faire grossir encore, les ID principales pour lesquelles on a trouvé qu'il y avait de la valeur. Donc c'est la première, c'est l'ID qui est basée sur notre connaissance à nous de nos audiences qu'on a construit depuis longtemps au sein du pôle data avec notre DMP, etc. Donc tout ça c'est un asset, un actif important qu'on peut faire véhiculer au sein de l'écosystème à travers des produits de Google, de Xandr, peu importe. Donc cet ID-là, l'ID First Party Editor est important. Et un autre ID qui est un ID qui pourrait plutôt être un ID, un jeton de communication au sein d'une data clean room pour pouvoir faire des deals beaucoup plus précis, one-to-one avec certains annonceurs qui en ont la capacité et la volonté. Donc là, ce serait plutôt sur la base mail, hein, c'est la base mail hachée. Et donc on travaille aussi effectivement à récupérer à la fois, à donner un petit peu plus de services, d'engagement aux lecteurs qui nous donnent ces emails, soit en s'inscrivant à la newsletter, soit en permettant des commentaires, tout un tas de services associés à la lecture et à la navigation sur nos sites. Donc si je devais retenir, c'est ça, hein, c'est vraiment étoffer encore plus, même si on l'a travaillé depuis longtemps, notre base, notre connaissance de nos audiences, et étoffer aussi ce jeton qui permettra de communiquer avec l'annonceur dans une data clean room. Voilà. Et Kim, pour prolonger, pour continuer? Je pense que c'est bien. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce nouveau buzzword qui est la clean room, ou si vous avez besoin d'explications sur le sujet.
Explication. Ok. Une data clean room, c'est comme un coffre-fort. Et vous avez, par exemple, je vais vous donner un cas concret qu'on a fait, le Crédit Agricole, donc, qui est une banque qui a très peur de communiquer ses données, et il a très raison, parce qu'on n'aimerait pas du tout que ses coordonnées bancaires et ses informations bancaires se retrouvent dans les mains de tout le monde. Et puis de l'autre côté, il y a un promoteur immobilier, Nexity, qui a de la donnée et de l'information intéressante sur les futurs achats. Et ce que fait une clean room, c'est que cet outil va à la fois regarder la donnée qui est du côté du promoteur et la donnée qui est du côté de la banque. Les données ne circulent pas à aucun moment. Et nous, notre clean room, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un algorithme qui va regarder les communs entre ces deux acteurs. Et une fois qu'on a déterminé les communs, c'est désidentifier, désidentifier, anonymiser. On va renvoyer l'information à la banque en disant, pour info, cet identifiant, donc on ne sait pas que c'est Jean-Michel qui est en train d'acheter un appartement neuf, cet identifiant s'intéresse à l'achat d'un appartement neuf. Est-ce qu'il a donné son consentement, Jean-Michel? Oui. Alors à ce moment-là, Crédit Agricole sait que cet identifiant correspond à Jean-Michel qui a donné son consentement. Donc la banque peut prendre contact avec Jean-Michel en disant « Si vous avez des projets immobiliers dans le futur, nous avons les produits financiers qu'il faut. » Voilà, ça sert à ça une clean room. Donc il y a une application qui est, vous l'avez compris, de l'enrichissement de la donnée client, parce que je n'avais pas, moi, à la banque, l'information que Jean-Michel avait acheté un appartement. Mais ça va plus loin. Ça peut aussi donner des informations sur la performance. Le fait qu'il ait vraiment acheté cet appartement et de savoir que cet identifiant a pris un crédit et qu'il l'a pris dans sa banque ou pas. Donc ça nous donne des possibilités d'activation média. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller à grande échelle avec un publisher qui décide. Donc je vais vous prendre un autre exemple. Renault, par exemple, s'intéresse à la plateforme Le Bon Coin, parce que sur la plateforme Le Bon Coin, il y a beaucoup de gens qui cherchent soit à acheter, soit à vendre une voiture. Pareil, la clean room va désidentifier, croiser ces informations, donc faire un petit algorithme qui permet d'analyser les comportements des insights et va pouvoir fournir à Renault des informations par rapport à ce numéro, on va dire, à cette personne désidentifiée, que ils sont en recherche d'un véhicule d'occasion. Tiens, ça tombe bien, moi, Renault, j'ai des offres sur le véhicule d'occasion. Que, en fait, au-delà du véhicule beaucoup plus subtil, signaux faibles, je suis en train de déménager, je recherche des produits qui concernent des bébés parce que j'achète un nouveau siège auto, etc., etc. Des informations qui sont plus signaux faibles, qui vont donner une indication sur, là, il va y avoir un changement de voiture parce qu'a priori, cet identifiant roule dans une voiture coupée. Donc, a priori, il va passer sur une familiale. Donc, cette information est reçue. Si le consentement est donné, je peux adresser une publicité en disant « Il y a la super nouvelle Mégane voiture électrique qui sort, familiale, et blablabla, et blablabla. » Donc, voilà, ça, c'est une partie de l'étape. Ensuite, si Renault décide que cette information est intéressante par rapport à sa base de données, il peut dire sur cette plateforme de ce publisher, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que vu que toi, tu sais que cet internaute a fait ce type de recherche, moi je veux faire de l'activation sur ton espace à toi publisher. Donc une clean room pour un publisher, je peux prendre le Figaro avec ses petites annonces, j'ai pris Le Bon Coin parce que voilà, c'était une plateforme qui n'a pas beaucoup de contenu mais qui est plus sur quelque chose d'intermédiaire et qui a du cookie first. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, mais ça marche aussi sur un Figaro. Je vais pouvoir proposer de l'activation média, je vais pouvoir proposer de l'onboarding de data, désidentifié grâce à ma clean room, de l'enrichissement CRM de mes clients et ensuite de l'activation média et bien sûr de la mesure de façon beaucoup plus efficace puisque grâce à la clean room, j'ai des cas de mesure qui sont beaucoup plus poussés. Merci Miki. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous donner le micro. Je reviens un peu en arrière, vous avez parlé de ciblage géographique. Or, normalement,
enfin ma connaissance c'est basé sur les IP étant soumises à RGPD, puisque si je suis en fibre, mon IP c'est comme mon adresse physique. Donc c'est le consentement. Moi j'avais des choses qui tournaient là-dessus, et avec la chute des consentements, bah, on ne peut plus identifier personne. Donc comment vous arrivez encore à le faire fonctionner? Bonjour, Jean-Pierre Guerrero, le quotidien du médecin et d'autres groupes de presse. Qui veut répondre? Stéphanie, pour Groupe M. En fait, le but, c'est justement de trouver des bases qui sont disponibles, qui sont compliant et dont les clés de matching nous permettent en fait d'avoir cette donnée géographique croisée avec les données de consommation sur à la fois des consommations médias, mais aussi des consommations des produits de l'annonceur concerné. Donc, on a réussi le pari d'avoir ce type de recoupement malgré effectivement les contraintes qu'on peut avoir. Non. Exactement. Qui peuvent être enrichis avec du probabilisme, j'imagine. D'autres questions? Pas pour le moment. Guillaume Planet sur Green Park, vous évoquiez tout à l'heure l'importance du contenu. En quoi la fin des cookies tiers programmés va impacter le contenu, que ce soit ou côté éditeur ou côté des marques? Je pense que le cookie tiers est une opportunité, mais c'est une opportunité assez tactique par rapport au contenu. Le sujet derrière, en fait, c'est le sujet d'une data first party la plus riche possible. Nous, la conviction qu'on a, c'est que les chaînes de valeur des entreprises sont en train de basculer sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, avec des fondations qui sont de la data, des algorithmes et des ingénieurs. Et donc des chaînes de valeur portées par l'IA. Il y a quelques exemples déjà d'entreprises très successful. Il y a Ant Financial, la banque d'Alibaba, alors qui avait des problèmes par la suite, mais ce n'était pas des problèmes de business, qui a complètement explosé les résultats et surperformé par rapport à d'autres acteurs de ce secteur d'activité-là. Un exemple très médiatique qui est Moderna dans l'univers de la santé, donc qui est une entreprise complètement basée sur la data, l'IA, qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui a su damer le pion aux plus grands acteurs de l'industrie pharmaceutique au moment du Covid. Donc on voit qu'il y a des operating models qui sont en train d'émerger, qui n'ont plus rien à voir, portés par la data, et notamment la data consommateur. Et c'est là où on voit une énorme opportunité par rapport à ce sujet du content marketing, notamment sur des touchpoints type les websites des marques ou les applications, donc des touchpoints qui sont propriétaires. Et ce dont on est convaincu, c'est que c'est un sujet qui va redevenir stratégique, qui existe encore une fois depuis très longtemps, qui est souvent, comme je le disais tout à l'heure, assez maltraité, moins prioritaire par rapport à d'autres sujets marketing comme l'advertising. Nous, on est convaincus que les marques ont de plus en plus besoin de stratégies de contenu hyper puissantes, hyper ambitieuses, de façon à pouvoir collecter massivement cette data consommateur, la structurer, la qualifier, pour pouvoir peut-être dépendre un peu moins des data clean rooms. Elles en dépendront, mais essayer d'avoir quand même leur propre trésor de guerre, et pour pouvoir contribuer à construire ces nouveaux modèles d'entreprise. Et après, il y a un autre aspect qui est toujours lié à l'IA, qui est que une des raisons pour lesquelles ces stratégies de content ambitieuses, ces content factory, ont rarement vu le jour, ont rarement été des succès dans les entreprises, c'est que c'est des chantiers qui sont énormes et des chantiers qui sont très coûteux. Et avec l'IA générative, notamment, c'est le démarrage de l'histoire, hein, mais ça va devenir plus simple et moins coûteux d'être capable pour une marque ou pour une entreprise avec plusieurs marques de développer massivement du contenu à des coûts relativement limités, qui sera engageant pour les consommateurs, qui permettra de pouvoir collecter de la data, qui servira derrière à construire ces nouveaux modèles. Donc la vision stratégique qu'on a, elle est là. Elle est très portée sur la data et sur l'IA.
malgré le fait que ce qu'on vend, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, qui est le content marketing. Je pense qu'au contraire, ils ne se passeront pas des clean rooms, ils utiliseront les clean rooms pour monétiser leur data. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas. J'ai dit qu'ils ont besoin d'être... Mais ils seront très autonomes, mais ils auront besoin d'une clean room pour monétiser leur data. Thomas, sur l'importance du contenu, j'imagine qu'un groupe comme Le Figaro est forcément enclin à adhérer à cette politique et à cette vision, le fait de rehausser l'intérêt pour les marques médias premium. Oui, effectivement, le contenu, c'est au cœur de ce qu'on produit. Donc, forcément, le contenu, la connaissance de nos audiences, c'est un atout pour les éditeurs et qui peut permettre de donner pas mal d'insights aux annonceurs, de co-construire des discours, des opérations, voilà, tout un tas de choses qui ne sont pas forcément liées à la disparition ou pas d'ailleurs des cookies, mais qui peuvent se faire avec, sans, mais qui sont évidemment le cœur de ce qu'on fait et des dispositifs qu'on peut mettre en place. Stéphanie, un mot sur l'intérêt du contenu et l'impact que peut avoir la fin des cookies tiers sur les stratégies autour du contenu, voire sur l'activation média au sein de Groupe M. Comme je le disais, 50% aujourd'hui de nos activations sont basées sur du contextuel. Donc le contenu est forcément au cœur aujourd'hui de nos stratégies. Alors il y a 2 ans, c'était 30%. Donc il y a une accélération très forte. Donc effectivement, ce nouveau monde qui s'ouvre à nous apporte plus de rigueur sur la recherche de contenu de qualité. Pour compléter ce qu'on disait sur également la possession au niveau des annonceurs et des marques de leur propre data, de leur propre contenu, ça replace effectivement ce type de problématique au centre de certaines stratégies. On voit de plus en plus d'annonceurs qui ne possèdent pas de lien direct avec leurs consommateurs se retourner à nouveau sur l'importance du own media et des applicatifs, des applications de leur site, de contenus qui sont propriétaires pour permettre un enrichissement. Et effectivement, je suis assez d'accord, les clean rooms permettront pour ces annonceurs qui auront une donnée partielle d'aller enrichir encore cette donnée et d'être moins dépendants de cookies tiers dont on ne savait pas forcément toujours l'origine et la manière dont c'était constitué. Donc il y a une plus grande rigueur aujourd'hui, et que ce soit pour les marques ou pour les éditeurs, sur la provenance, sur la qualité du contenu et sur la qualité de la data in fine qu'on va pouvoir activer. Est-ce que on a beaucoup parlé du contextuel, du contenu. Est-ce que un projet comme Utic, qui est amorcé par différents opérateurs télécoms européens, peut revaloriser les ID, l'ID que vous avez semblé écarté pour le moment? Donc Utic, je le rappelle, c'est le nouveau nom de la société commune entre Orange, Telefonica, Vodafone et Deutsche Telekom, qui est un projet européen visant à créer un identifiant utilisateur global, donc à ces opérateurs telco, en s'appuyant sur leurs données évidemment abonnées, avec des données anonymisées et partagées, finalement, faire un ID partagé, de les proposer au marché, à la fois aux éditeurs médias et aux marques. C'est un projet qui a été accepté par la Commission européenne et qui est en train de se déployer dans différents pays, et en France, qui est commercialisé depuis aujourd'hui, je crois. Et donc, est-ce que cette formule, cette idée, ce projet en train d'être déployé d'identifiant à l'échelle européenne, l'identifiant telco, partagé au marché publicitaire, peut être une alternative crédible pour les uns pour les autres? Thomas, peut-être côté Figaro, parole d'éditeur avec la réserve qui s'impose. Oui, on suit aussi cette initiative de près. Effectivement, sur le papier, ça a l'air d'être une bonne initiative. C'est co-construit avec les autorités, avec différents... ouais, il y a du reach, effectivement. Après, il faut voir, c'est comme toutes les ID, et il faut les tester. Il y a ce petit point à noter qui est effectivement que ça demande une deuxième fenêtre de consentement.
Donc voilà, il faut voir aussi quelle pourrait être la déperdition liée à cette deuxième fenêtre de consentement. Il faut s'assurer que ça fonctionne pas que en 3G, 4G, voir si ça peut aussi se déployer avec quand l'utilisateur est connecté en Wi-Fi. Voilà, c'est une technologie qui est naissante, qui sur le papier a plein de belles promesses et qu'il faut maintenant éprouver par des tests et des intégrations. Et Kim, côté Weborama, je sais que vous avez creusé un petit peu le sujet. Oui, mais pas grand-chose à dire de plus que Thomas, on attend de voir. Je pense que la deuxième fenêtre de consentement va vraiment raser de très près. Donc je ne sais pas combien il va rester. Alors moi, je les ai interrogés sur cet aspect, effectivement, et d'après ce qu'ils disent, les résultats sont bons en Allemagne. Là où ils ont fait les tests, il y aurait assez peu de déperdition sur la deuxième fenêtre. Ça reste encore à prouver. Il y a un MVP qui va être mis en place ces prochains mois en France. Ils cherchent des éditeurs pour ça. Peut-être côté agence, Stéphanie, est-ce que vous avez un regard sur ce grand projet qui a été présenté au marché là, depuis pas mal de mois? J'ai pas plus d'éléments à apporter. Après, toutes les initiatives communes sont forcément bien accueillies. Ça évite aussi d'avoir une déperdition avec des acteurs qui lancent chacun leur solution. Donc plus il y a d'initiatives communes, plus on va réussir à travailler avec des reach qui vont être assez intéressants. Donc effectivement, après je vous rejoins sur la deuxième fenêtre, à voir. Avant une dernière question de ma part, est-ce que vous avez une ou des questions à nos invités sur les cookies tiers et les nouveaux paradigmes publicitaires? Non. Moi, j'ai une dernière question peut-être pour conclure les uns les autres en vous demandant de vous mouiller un petit peu. Quels vont être les gagnants et les perdants de ce nouveau paradigme, de cet nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place, donc sans cookies tiers. Qui veut commencer? Alors, je pense qu'il y a déjà deux gagnants, effectivement, à court terme qui peuvent ressortir facilement. C'est ceux qui ont déjà une data très très précise, très très granulaire, comme le retail. Certains publishers comme les broadcasters qui ont aussi beaucoup de bases loguées. Et évidemment, les plateformes qui ont aussi des bases loguées. Donc ça, en temps 1, à très court terme, celles-ci sont déjà bien armées pour la disparition des cookies tiers. Après, nous, côté publisher, on considère qu'on va travailler encore plus cette donnée first party, associée à des signaux contextuels, associée à la privacy sandbox. In fine, on est très proche du contenu, donc on considère qu'on aura aussi notre épingle à tirer du jeu. Les gagnants, guess who? Les GAFA. Parce qu'ils ont des walled gardens, ils ont de la first, ils ont tout ce qu'il faut. Donc le risque, c'est des investissements qui continuent à grossir, voire exclusivement aller sur ces types de plateformes qui captent déjà une énorme partie de la valeur par rapport à leur reach. Donc ça, c'est un risque qui va s'accroître. Malgré les milliards d'amendes qui sont tombées, ils sont toujours debout et ils tiennent bien. Les perdants, la souveraineté. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant et qu'on continue à se battre avec des initiatives locales, françaises, européennes. C'est pour ça que le projet avec les opérateurs telco, je pense que c'est un très bon projet et qu'il faut le soutenir et qu'il ne faut pas le tuer avant d'avoir bien testé, et avoir des bons use cases et emmener les clients sur ces sujets-là. Et puis les gagnants, je pense que les adtech qui proposeront des solutions de clean room, soit complètement sur étagère en self, soit en accompagnant, en manage avec aider l'enrichissement de création de bases de données, de pousser à la création d'actifs pour son propre capital et pas dissoudre le capital et faire rentrer des actionnaires majoritaires qui seront les GAFA et la boucle est bouclée. Moi, je vais parler des marques. Alors, le premier critère a déjà été mentionné, c'est ceux qui ont déjà énormément de data. D'autant plus que s'ils ont énormément de data, ils ont appris à l'exploiter, ils ont les ressources et l'expertise pour pouvoir en tirer le meilleur.
Ceux qui arriveront à avoir cette relation directe avec les consommateurs grâce à un contenu sur tout l'environnement de médias et qui arriveront à massivement récolter de la data se donneront les moyens d'y arriver aussi. Après, encore une fois, je pense qu'il y a un enjeu qui est central pour les marques, et notamment pour les dirigeants des marques, qui est que c'est un sujet d'évangélisation. Encore une fois, c'est un sujet qui est extrêmement technique, extrêmement différent de ce dont ils ont l'habitude. Et donc, du coup, ça va demander aux directions d'entreprise de pouvoir se doter d'experts capables de pouvoir exploiter cette data qu'ils auront collectée, de gens capables de pouvoir vulgariser le discours, de traduire ça en opportunité business. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour énormément de marques qui, aujourd'hui, sont montées en compétences dans ces domaines très techniques et par ailleurs très importants. De manière globale, je pense que le marché reste gagnant sur ces évolutions avec le consentement du consommateur de l'utilisateur qui est au centre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important à souligner. On souligne quand même cet aspect-là. Après, effectivement, je partage sur les gagnants et les perdants. Les gagnants, les walled garden, effectivement, qui ont un actif assez important. Les perdants, je ne sais pas si c'est des perdants, en tous les cas, ça nécessite des investissements un peu différents et des temps de réflexion assez différents. Il y a quelques années, on parlait du temps réel grâce au programmatique. Aujourd'hui, on revient quand même sur des temps qui peuvent être un peu plus longs, puisqu'il faut se constituer des actifs, travailler un peu différemment. Il y a un sujet qui reste très compliqué aujourd'hui, qui rebat un peu les cartes, c'est la mesure. C'est vrai que toutes les activations digitales, on met la mesure et cette promesse d'avoir en temps réel des performances et d'avoir cette efficacité prouvée sur le digital. Là, il faut qu'on trouve des alternatives. Après, c'est vrai que la post-impression, le post-view n'était pas forcément un critère satisfaisant pour tout le monde. Donc, on reparle de modeling, on reparle de critères de mesure qui sont plus proches des médias traditionnels. Donc il y a du bon, mais il y a des temps différents, des investissements qui sont complètement différents. Donc il faut accompagner, je suis assez d'accord, il faut vulgariser. Et c'est pour ça que je le disais au début, avoir des feuilles de route qui soient vraiment personnalisées pour chacun des annonceurs, chacune des marques, trouver les bons sujets et même nous en agence, avoir aujourd'hui les bons profils pour pouvoir accompagner, donc beaucoup plus de data au centre, de data scientists, de data analystes pour être dans ces capacités de trouver les bonnes solutions et la bonne stratégie. Reste effectivement le contenu sur lequel c'est un peu le parent pauvre, je suis assez d'accord. Et nous, dans le groupe, on a différentes agences, donc on est en capacité d'accompagner, mais il faut qu'on replace ces sujets au centre aussi des stratégies. Donc ça fait beaucoup de sujets à adresser en même temps, mais qui sont forcément très challengeants, très intéressants. Et encore une fois, avec un marché qui s'assainit peut-être un petit peu sur le cookie tiers qui, par moment, pouvait un peu être obscur pour certains. Voilà, donc à voir la suite, comment ça se dessine. Cette lueur d'espoir sera le mot de la fin. Merci Stéphanie, Guillaume, Mikim et Thomas d'être venus, d'avoir partagé un peu votre retour d'expérience. Et puis on sera attentif à la suite ces prochains mois. Merci à tous.